Bon après-dîner. J'espère que vous n'êtes pas tous en train de digérer, mais que vous êtes toujours allumés. Mon nom est Jérôme Lévesque et je serai votre modérateur pour la présentation d'aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, j'ai 4 personnes avec moi sur la scène qui vont être vos 4 panélistes. Je vous les présente dans quelques instants. Il faut savoir que moi, je ne suis pas ces experts et je l'assume pleinement. Je suis un humble professeur de cégep, un humble paramédic de formation qui se passionne pour les soins de santé. Je suis issu d'une famille avec une mère infirmière, avec un conjoint médecin. Bref, le domaine de la santé, ça m'a toujours intéressé. Puis ma priorité quand j'enseigne, c'est enseigner à mes étudiants quel est le besoin de ton patient. Comme vous le savez, dans les dernières années, la médecine a évolué, la paramédecine aussi. Ça nous a forcé à se positionner, à savoir, est-ce que la ressource est la bonne, virgule, quelle est la bonne ressource si ce n'était pas la bonne? Aujourd'hui, on a une 6e personne qui va être avec nous sur la scène. Vous allez la rencontrer dans quelques instants. Avant, je vous présente vos panélistes. Si on voit mon présentation, nos panélistes, on a M. Paul Lévesque. Paul Lévesque est directeur des SPU au M3S. Nous avons aussi Mme Nadia Hachimi Idrissi, qui est présidente directrice générale adjointe au CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. C'est beaucoup de lettres et beaucoup de traits d'union. On a Mme Véronique Guimont, qui est directrice de la direction et services généraux de première ligne au CIS de la Montérégie-Centre. Et finalement, nous avons Mme Caroline Saint-Denis, qui est directrice des services multidisciplinaires au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Là, j'ai pointé par là. C'est-tu l'Est? On me donne une chance. Je vous ai dit qu'on allait avoir une 6e personne avec nous aujourd'hui. La 6e personne s'appelle Marie-Paule Poitras. En tant qu'enseignant, moi, ce qui est important, c'est que mes étudiants puissent comprendre, la chaise est basse, puissent bien comprendre les fondements sur lesquels on se base dans un contexte. Lire une phrase, ça ne veut rien dire si on n'est pas capable de mettre une image. Donc, une image vaut 1000 mots. Et Marie-Paule Poitras est une femme autonome. C'est une femme autonome qui vit dans son coquet 3,5 depuis les 12 dernières années. Son mari est décédé il y a quand même plusieurs années. Elle vit bien. Elle se sent comme une femme active, sociable, en forme pour son âge. Elle a des bonnes ressources, mais elle se sent vieillir. On connaît tous une Marie-Paule dans notre entourage. Des inquiétudes qui lui font surface. Depuis quelques jours, elle s'inquiète pour des petits sujets qui, de toute évidence, avant, ça ne lui dérangeait pas. Il y a un état de malaise qui s'est installé dans les derniers jours et elle hésite. Je vous présente Marie-Paule. On peut voir que Marie-Paule semble être une femme active et de saines habitudes de vie. On va comprendre tout à l'heure pourquoi ces saines habitudes-là sont importantes dans le contexte des innovations qu'on va vous présenter aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, Mme Marie-Paule hésite. Hésite parce qu'elle ne se sent pas bien. Bon, plusieurs options devant elle. Est-ce qu'elle prend un taxi pour aller à l'urgence? Elle ne se sent pas bien. Mais pourquoi qu'elle irait à l'urgence? Bien, c'est son médecin de famille qui a pris sa retraite. Elle n'a plus accès. Elle est inscrite au guichet d'accès au médecin de famille, mais elle n'a toujours pas de retour. Et c'est maintenant qu'elle a besoin. Est-ce qu'elle appelle le 911? L'ambulance viendrait la chercher. Elle irait à l'urgence. Mais pourtant, comme je l'ai dit, elle est quand même une femme informée, Marie-Paule. Marie-Paule, elle a des outils en avant d'elle. Au sortir de la pandémie, elle a pris sa santé en charge, elle a pris sa condition physique en charge, elle s'est bien entourée. Mais encore là, comme j'ai dit, elle hésite. On va la regarder avec nos 4 panélistes, la trajectoire que Marie-Paule peut prendre. Plusieurs options, plusieurs innovations, puis c'est ce qui est plaisant, sont devant Marie-Paule pour prendre le choix le plus éclairé selon sa situation, sur la ressource disponible. Donc, toujours Marie-Paule. Donc, Marie-Paule, nos experts. Nous avons Mme Nadia, qui a un merveilleux projet qui s'appelle Ma santé, j'y tiens. Ma santé, j'y tiens, Nadia, parlons-en. Bonjour tout le monde. Ouais, ça marche. Alors, en fait, c'est exactement à Madame qu'on a pensé lorsqu'on a, même si on ne l'avait pas nécessairement en tête, mais quand on a pensé à notre projet
En fait, dans notre CIUS, on a un bureau des citoyens partenaires qui a été mis en place depuis le début du CIUS et qui est soutenu par une direction qui est la direction de la responsabilité populationnelle et du partenariat. Je vous en parle parce que ça vous donne le contexte dans lequel ces réflexions ont émergé. Et au sortir de la pandémie, justement, on a vu émerger à travers nos échanges avec nos citoyens ce besoin de reprendre sa santé en main, se pencher sur justement les déterminants de la santé, comment accompagner la population et les citoyens dans leur volonté de se reprendre en main et d'avoir plus de pouvoir sur leur santé. Alors, on a mis en place un petit groupe de travail, donc avec l'expertise autour de la table en ce qui concerne le contenu scientifique, la vulgarisation, les communications et aussi la co-construction avec les citoyens et avec les organismes communautaires parce que nous, c'était important, évidemment, qu'on soit là plus en accompagnement, mais qu'on mobilise la dynamique communautaire locale avec le citoyen participatif pour justement répondre aux besoins qui sont exprimés par les personnes, surtout des personnes qui sont quand même autonomes de ce côté-là. Et c'est la raison pour laquelle on se disait, on veut travailler en amont de l'amont, que je dis souvent. Et à travers ce groupe, et puis c'est le groupe qui a choisi en fait le titre du projet qui est Ma santé, j'y tiens. Et l'idée, c'était de penser à un programme d'éducation à la santé, des trucs et astuces de la vie de tous les jours et des ressources complémentaires auxquelles les personnes peuvent avoir accès, donc où on encourage évidemment les personnes à pouvoir y faire référence, mais encore faut-il qu'ils sachent quelles sont les ressources qui sont à leur disposition et qu'est-ce que ces ressources peuvent leur rapporter. Et quand on parle de ressources, c'est ressources dans la communauté, dans la cité, organismes communautaires, villes et autres services dont ils ont à leur disponibilité. Donc, la démarche qui a été entreprise, ça a été de choisir d'abord les thématiques à aborder. Quand on parle d'éducation à la santé, ça peut être très large. Et donc, c'est encore une fois en co-construction avec nos citoyens puis les organismes communautaires. Le choix des thématiques, ensuite de voir la revue de la littérature pour aller chercher évidemment les bonnes pratiques, les bonnes informations pertinentes, etc., avec une extraction de messages clés pour tout le volet vulgarisation et la capacité de rejoindre les différentes clientèles. La première clientèle qui a été ciblée justement dans ce projet, c'est la clientèle aînée. Et dans le contexte, je vous rappelle le contexte où on travaillait sur les urgences, avec la cellule de crise des urgences, et le constat que 80-85% des visites à l'urgence sont des aînés de plus de 75 ans et qui souvent arrivent avec des profils de maladies chroniques et multimorbidités qui, on sait, sont la plupart du temps évitables. On connaît les facteurs de ces maladies-là et sur lesquels on peut agir. Et donc, c'est un peu dans cet esprit-là que le choix s'est fait par le groupe de cibler la clientèle aînée là-dessus. Alors, 2 volets dans le projet. Des outils numériques, le développement d'outils numériques qui ont été déployés à travers les médias sociaux, à travers les écrans dynamiques de toutes nos installations, de nos salles d'attente, etc., et des salles d'attente de nos cliniques sur notre territoire. Et aussi, le deuxième volet, c'est des outils prêts à animer. Donc, des outils du style guide d'animateur et guide du participant qui visent l'animation d'ateliers sur des thématiques par rapport à la prévention et la promotion de la santé. Encore une fois, les thématiques qui ont été choisies. Les premières thématiques, pour vous donner des exemples, ça a été le volet relations sociales. Rappelez-vous, au sortir de la pandémie, l'isolement, le stress, l'anxiété, etc. Tout le volet du sommeil aussi, c'était un facteur qui avait été identifié. La respiration et pleine conscience, les saines habitudes de vie. Donc, c'est des exemples des thématiques qui ont été choisies. Ces thématiques-là, ces ateliers-là étaient animés par des organismes communautaires, étaient animés par des CLSC? C'est exactement ça. Les outils ont été co-construits avec les citoyens, avec les organismes communautaires, pour qu'on soit assuré que ces outils rejoignent la clientèle, soient compréhensibles, etc. Et nos gens ont participé à former les intervenants des organismes communautaires et c'est eux qui ont animé ces ateliers-là.
Donc, on ne veut pas non plus se substituer à des organisations Non. qui sont, en fait, la première ligne auprès de la clientèle, c'est beaucoup les organisateurs, les organismes communautaires. Et donc, c'est avec eux qu'on a travaillé ce projet-là. Alors, ça a été un franc succès, les premiers ateliers, et la moyenne d'âge dans les ateliers, en fait, c'était des personnes de 75 ans et plus qui D'accord. venaient aux ateliers. On a été agréablement surpris. C'est la clientèle qu'on visait, puis c'est ce qu'on a obtenu au niveau des ateliers, et ils en ont redemandé. Je vous donne une anecdote. Une des personnes est allée voir son médecin, puis lui a parlé des ateliers. Le médecin était impressionné qu'elle avait participé à un tel atelier, mais ce que ça a permis, c'est que le médecin a été motivé à lui donner plus de conseils sur les habitudes de vie puis la promotion de la santé, fait qu'on a trouvé ça intéressant comme impact du côté des médecins. Alors, ce que sont les étapes qu'on a franchies par la suite, c'est sur ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir se déployer dans plusieurs milieux, notamment les résidences pour aînés. Une petite parenthèse, on a beaucoup de visites à l'urgence qui viennent des résidences pour aînés. C'est des personnes normalement qui commencent dans ces résidences de façon autonome et notre objectif, c'est de leur permettre de maintenir leur autonomie et éviter la détérioration qui peut les amener aux urgences. Alors, on a tenu notre premier forum populationnel sous la thématique Vieillir en santé. Donc, avec nos organismes communautaires, avec les RPA, les résidences pour aînés, et avec nos villes aussi, puis nos partenaires du milieu, pour voir comment, ensemble, on peut continuer dans cette lignée et aussi répliquer et répandre. Alors, c'est un petit projet avec une grande ambition. Et Je trouve que c'est un bel effet papillon aussi. C'est ce qui aussi. pourrait être gagnant pour le profil qu'on vient de voir. Dans le fond, c'est toute la... outiller une personne, informer une personne sur les ressources, les saines habitudes de vie pour diminuer les facteurs de comorbidité qui mèneraient, par exemple, à une dégradation d'un état, donc solliciter un service. Marie-Paule Poitras est une consommatrice de soins, le soin étant un bien qui est produit par une entreprise, l'entreprise étant le système de la santé. Je vous mets ça dans une grosse boîte carrée, mais c'est un peu ça. Les gens se présentent à l'urgence, se présentent dans un institut de santé. Pourquoi? Obtenir un soin. Docteur Google est notre ami. Clin d'œil, entendez ici le sarcasme. Ce qui était bon pour Gisèle n'est peut-être pas bon pour Marie-Paule. Donc, en informant adéquatement Marie-Paule, on est capable d'avoir justement le bon outil et la bonne information à lui donner. Moi, je trouve ça très intéressant. Ce qui rouvre la porte maintenant à Marie-Paule qui, tout de même, appelle le 911. Et j'arrive. Bon, peut-être pas moi. Quelqu'un de mieux habillé que moi. Il y en a quand même 3 en avant là. Je vais les laisser aller le chercher. Marie-Paule, et là, on se questionne et on se positionne sur est-ce que prendre Marie-Paule en ambulance est la meilleure des options, non seulement pour Marie-Paule, mais pour le système. On en a parlé ce matin, il y avait beaucoup de collaboration qui était dans le discours de tout le monde. Mais la collaboration peut être aussi faite avec les paramédics sur le terrain, avec un projet qui est la paramédecine de régulation que M. Paul Lévesque va pouvoir vous parler. Effectivement, puis je tiens juste à préciser que les chemises blanches, ça ne va pas chercher les paramédics. C'est les chemises bleues qui vont chercher les paramédics, qui vont chercher les patients, pardon. Plus sérieusement, évidemment, lorsqu'on parle de régulation ambulancière, c'est une petite révolution dans le préhospitalier. Quand on dit une petite révolution, on dit souvent que l'urgence, c'est le seul endroit où est-ce qu'on ne dit jamais non. Mais le préhospitalier, c'est la même chose. Les services ambulanciers ne disent jamais non. Quand vous composez le 911, jusqu'à il y a encore peu de temps, vous aviez l'assurance qu'une ambulance allait arriver, vous prendre et vous amener à l'urgence. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, à l'heure d'aujourd'hui, le préhospitalier a une loi qui l'encadre, et cette loi, elle dit de manière extrêmement claire que un paramédic n'a pas d'autre choix que de transporter le patient à l'urgence une fois qu'il a appliqué ses protocoles. Elle est dit aussi simplement et aussi bête que ça. Et moi, quand je dirigeais une entreprise ambulancière en Outaouais, mes paramédics passaient leur temps à me dire « Mais Paul, Marie-Paule, elle n'a pas besoin d'aller à l'urgence. Mais je suis obligé de l'emmener à l'urgence. » Et je lui disais « Oui, tu es obligé d'amener à l'urgence, on ne dit jamais non. » Et la pandémie a eu ça de bon, et il faut rendre à César ce qui appartient à César, notamment dans des projets pilotes qui sont partis en Montérégie notamment, à Montréal ensuite, dans l'Anaudière, Laurentide, Québec. Il y a des gens qui ont dit « Peut-être qu'on peut la lire différemment, cette loi. Peut-être qu'on est capable de détourner un peu l'esprit. » Et c'est là qu'est née la régulation ambulancière.
Et je veux juste mettre ça clair, il y a vraiment une différence entre la régulation ambulancière, donc la paramédecine de régulation, et la paramédecine communautaire. C'est deux choses complètement différentes, et je ne veux pas qu'on mélange les concepts. La paramédecine de régulation, c'est vraiment venir réguler les gens qui composent le 911 pour appeler l'ambulance. Alors que la paramédecine communautaire, c'est vraiment autre chose, c'est rendre des services à des gens qui n'ont pas composé le 911, qui sont des... On va en parler tout à l'heure plus en détail avec la clinique mobile, mais c'est vraiment un autre concept. Fait que là, on se concentre sur la régulation ambulancière. Qu'est-ce qui se passait jusqu'à maintenant? Marie-Paul, elle était pas très bien, elle composait le 911, il y avait un centre de communication santé qui la prenait en charge, qui la faisait passer dans un filtre de pertinence qui s'appelle MPDS. MPDS, c'est un filtre international, c'est utilisé dans plus de 135 pays, c'est un merveilleux outil. Mais cet outil, il aurait classé Marie-Paul dans une priorité, qui aurait été ce qu'on appelle une basse priorité, une priorité 4 ou une priorité 7. Fait que Marie-Paul, elle aurait attendu l'ambulance 30, 40, 50, 60, 70 minutes. Mais il y a une ambulance qui serait venue, qui aurait pris Marie-Paul, avec des paramédics extrêmement bien formés, et qui l'aurait amenée à l'urgence. À l'urgence, nos paramédics auraient attendu 1 heure et demie avant d'être pris en charge, et que Marie-Paul puisse aller voir le médecin, et finalement repartir sur la route. La régulation ambulancière, ça a deux aspects complètement différents pour Marie-Paul. Le premier, c'est de permettre à Marie-Paul, une fois qu'elle a passé le filtre du 911, de tomber sur une infirmière. Dans la majorité des endroits, c'est des infirmières du GAP qui le font. Il y a d'autres modèles actuellement au Québec, notamment en Montérégie, où c'est directement dans le CCS, ou à Montréal, où c'est intégré dans Urgence Santé. Mais mettons ça simple, c'est une infirmière dans un guichet d'accès première ligne qui va prendre en charge Marie-Paul et tenter de lui trouver un extra de soins, d'expliquer à Marie-Paul que même si elle a composé le 911, plutôt que de venir consommer une ressource ambulancière, puis une ressource de l'urgence, on va lui trouver une autre trajectoire de soins. Ça, c'est le volet numéro 1. Le volet numéro 2, c'est, je vous ai expliqué qu'MPDS, c'est un filtre de pertinence. Et fortement, un filtre de pertinence qui vient trier des appels du préhospitalier. C'est sûr que ça surévalue toujours un petit peu. On ne prend aucun risque avec les patients du 911. Et donc, il y a un certain nombre de cas où est-ce que si Marie-Paul, dans ce qu'elle a dit au répartiteur médical d'urgence, elle a dit certaines choses, on va la prioriser beaucoup plus élevée. On va peut-être lui mettre une priorité 1, une priorité 0, j'exagérerai pas, là, mais une priorité 1 ou une priorité 3. Et là, ça veut dire que quoi qu'il arrive, il y a une ambulance qui va se présenter sur place. Et là, on donne pour la première fois aux paramédics la possibilité de dire à Marie-Paul, je pense que vous n'avez pas besoin d'aller à l'urgence. Je pense qu'on va être capable de vous orienter autrement, puis je vais faire avec vous une coévaluation. C'est-à-dire que je vais rentrer en contact avec l'infirmière du triage secondaire, et je vais être ses yeux, ses oreilles, je vais prendre un ensemble de symptômes pour être capable de vous orienter différemment. Alors évidemment, ce n'est pas parfait, hein. Il faut qu'il y ait des plages de rendez-vous, il faut qu'il y ait des rendez-vous, il faut qu'il y ait quelque chose. Si vous faites un tri, si vous réorientez le patient, mais qu'au bout, l'infirmière dit ouais, mais là, j'en ai pas de place, là. Fait que, on va quand même devoir te transporter à l'urgence. Une fois qu'on a dit ça, la beauté de ce projet-là, c'est qu'on l'a étendu à l'ensemble du Québec. On a trouvé que c'était une super idée, et on n'a pas voulu juste laisser ça dans un endroit. Le ministère de la Santé a décidé de le mettre partout. À l'heure d'aujourd'hui, dans l'ensemble du Québec, exception de la Côte-Nord, puis je ne sais pas s'il y a des gens de la Côte-Nord, j'aime toujours le pointer un petit peu en disant il faut vraiment que ça se développe bientôt dans la Côte-Nord, mais partout ailleurs au Québec, la régulation ambulancière, ça a commencé. Partout, le triage secondaire est en place, et on est en train de finaliser la coévaluation. Une fois que j'ai dit ça, ça paraît super comme projet. Qu'est-ce que ça représente en chiffres? Au Québec, il y a 650 000 transports par année. Sur ce 650 000 transports, il y en a à peu près 80 000 qui sont des priorités de basse priorité. Des gens qui clairement n'ont pas besoin d'aller à l'urgence, qu'on peut réorienter différemment. Ça fait 52 semaines qu'on collige la donnée. Une année. En 52 semaines, on a réorienté 15 000 patients. Donc sur 80 000, on a réorienté déjà 15 000 patients. C'est pas fini, c'est pas partout. 15 000 patients. Sur ce 15 000 patients-là, il y a deux grandes catégories. Vous en avez à peu près la moitié qu'on a été capable de réorienter vraiment vers autre chose. Donc on leur a trouvé un extra de soins qui n'est pas l'urgence. Puis l'autre moitié, à qui on a quand même dit, vous allez aller à l'urgence, mais vous ne prendrez pas l'ambulance. Mais ça, c'est majeur de ne pas prendre l'ambulance. Ça coûte de l'argent prendre l'ambulance. Puis quand vous consommez une ressource ambulancière, ça veut dire qu'elle n'est pas disponible pour faire un arrêt cardiaque. Quand elle a un patient, elle ne peut pas faire autre chose. Au Québec, on investit 10 millions de dollars actuellement dans la régulation ambulancière. 10 millions. 15 000 transports. En moyenne, un transport, ça dure, dépendamment des moments, mais on va dire à peu près 2 heures.
la durée d'un transport total. Entre le moment où l'ambulance est affectée et le moment où elle va sortir de l'urgence, vous avez à peu près 2 heures. C'est l'équivalent de 5 ambulances à temps plein, 15 000 transports. C'est comme si on avait rajouté du jour au lendemain 5 ambulances sur la route, parce qu'on leur fait faire autre chose. Une ambulance, au Québec, ça vaut 2 millions de dollars. Faire rouler une ambulance 8760 jours par année, 8760 heures par année, il y a 365 jours. C'est des grosses années, c'est des grosses années, Paul. C'est des grosses années. Des grosses années. C'est 365 jours par année, 24 heures par jour, ça fait 8765 heures. Ça coûte 2 millions de dollars. Fait que déjà aujourd'hui, alors que ce n'est pas déployé à l'ensemble du Québec, dans le sens où la coévaluation n'est pas partout, que ce n'est pas encore à son plein potentiel, on a déjà remboursé, on a déjà l'investissement de ce qu'on investit en régulation ambulancière. Fait que c'est la démonstration que des projets du terrain, une fois qu'ils sont mûrs, une fois qu'ils sont prêts, on est capable d'aller très loin et d'avoir un réel impact en termes d'accès. C'est exactement l'objectif d'améliorer l'accès. Fait que Marie-Paul, elle va être réorientée, et si elle ne l'est pas, ben elle va peut-être aller à l'urgence, mais elle ne consommera pas une ressource ambulancière. Voilà. C'est aussi la probabilité d'avoir le choix pour le paramédic aussi. On parlait tout à l'heure avec Mme Nadia que moi, je peux informer ma population quand j'arrive à domicile de peut-être la non-nécessité d'un transport, puis avec une coévaluation, d'attester de cette non-nécessité de transport ambulancier-là. Mais je peux aussi informer ma population, Madame Poitras, Marie-Paul, que saviez-vous qu'il existait dans votre milieu des organismes avec des ateliers pour mieux vous préparer, mieux vous aider? Ce que je trouve intéressant de ce que M. Paul disait, en tant que paramédic, on devient les yeux, les bras, les oreilles, le nez d'une professionnelle autre que moi qui est à l'autre bout du téléphone. Historiquement parlant, le paramédic avait une formation de 945 heures, une attestation d'études collégiales. On est rendu avec un DEC 3 ans, comme une infirmière technicienne. On est un très gros DEC avec beaucoup de connaissances et on peut collaborer et on veut collaborer. Moi, je viens du Bas-Saint-Laurent. Si je parle un peu croche, c'est l'accent du bas du fleuve. Je m'en excuse. Mais la paramédecine de régulation est un endroit où est-ce que c'est implanté. On a ouvert la porte de, on ne parlera pas de la paramédecine communautaire, mais ça s'en vient aussi dans ma région à moi. Décloisonner le soin à un seul et unique professionnel pour favoriser l'optimisation d'un soin et de la ressource, on peut contribuer, peut être un catalyseur. Tous les projets qui sont développés, ma santé, j'y tiens. Si je les ai dans ma région, je peux informer une population, je peux les outiller. Maintenant, la ressource, je ne l'ai pas, ou bien ça ne convient pas à mon patient. Est-ce que je suis obligé d'être à l'urgence, pas de lit, et attendre 2, 3 et 4 heures? Oui, la moyenne est 2 heures, mais suffit de la fois où est-ce que c'est moi qui attends 6 heures à l'urgence. C'est 6 heures qu'une famille n'a pas le paramédic pour faire de la RCR sur son enfant. Puis si tu me permets, je donne un exemple qui pour moi est très parlant là, sur l'importance du travail en collaboration entre une infirmière et un paramédic. Lorsqu'on ne fait que du triage secondaire, donc l'infirmière qui prend l'appel juste après l'appel 911 et qui tente au téléphone de réorienter Marie-Paul, c'est à peu près dans 30% des cas qu'elle est capable de réorienter le patient. Donc dans le reste des cas, elle va quand même dire on va vous envoyer une ambulance. Quand on tombe en coévaluation, donc le moment où le paramédic devient les yeux et les oreilles et les bras de l'infirmière, on monte à des chiffres incroyables, plus de 70%. C'est la démonstration que cette collaboration, elle est vraiment extrêmement favorable. Il reste beaucoup de travail. Hein. Il reste du travail évidemment en règle générale avec l'accès, hein, parce qu'évidemment pour que ça fonctionne, il faut des extrants de soins. Si on n'a pas d'extrants de soins, le patient, on va quand même l'amener à l'urgence. Hein. C'est obligé. La loi prévoit que si on n'est pas capable, on ne peut pas fermer l'épisode de soins en le laissant sans avoir de choses, donc on va l'emmener à l'urgence. Évidemment cet élément-là. Et finalement la formation des paramédics, hein, parce qu'il faut savoir qu'on a parti ce projet-là, et il n'y a pas encore de formation obligatoire de coévaluation pour le paramédic. Dépendamment des endroits, vous avez des endroits qui ont donné des formations de plusieurs heures, dans d'autres endroits où c'est des capsules de 15 minutes. On a dit au paramédic, voilà ton protocole, tu as une formation en ligne de 15 minutes, allez vas-y. Donc vous comprenez qu'il y a une marge de progression incroyable, nous on y croit vraiment. C'est l'avenir du préhospitalier, notamment dans un contexte de vieillissement de la population. Population qui, lorsqu'elle vieillit, prend de plus en plus l'ambulance, les chiffres sont assez évidents. Pas juste parce que le service ambulancier est gratuit, mais c'est parce que les gens sont inquiets, les gens n'ont pas de moyens de transport, c'est facile de prendre l'ambulance. Donc évidemment, la régulation ambulancière, selon nous, est vraiment une avancée majeure, un changement profond. Et ça me permet aujourd'hui,
6 ou 7 ans après avoir été directeur d'une entreprise ambulancière, de pouvoir regarder les paramédics dans les yeux en disant ben, Marie-Paul, dans lequel tu me disais clairement qu'il ne fallait pas qu'elle aille à l'urgence, aujourd'hui, si tu penses qu'elle ne doit pas aller à l'urgence, tu peux décider qu'elle n'ira pas à l'urgence. Voilà. Ce qui veut dire qu'elle pourrait aller voir Madame Véronique Guimont dans une clinique mobile. Justement, une clinique de proximité mobile, clientèle vulnérable. Exact. Bien, un peu dans la réflexion puis dans la collaboration, le projet est parti il y a à peu près 3 ans, en pleine pandémie, quand on se demandait avec les urgences sur le territoire là, de la Montérégie-Centre, du Richelieu-Rouville, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Donc, on a interpellé plusieurs collaborateurs, mais un de nos précieux collaborateurs aussi en Montérégie, du côté de Richelieu-Rouville, ambulance de Mers, pour voir avec eux comment on pourrait, quel don on pourrait faire pour éviter un peu ces patients-là qui viennent consulter à l'urgence, qui n'ont pas nécessairement le besoin dans un contexte de pandémie. Donc, comment on peut leur donner accès pour répondre à un besoin aigu de santé, mais qui est non urgent. Donc, puis en pandémie, bien, vous le savez, on avait plein d'idées des fois, puis on avait plein d'argent à ce moment-là, parce que c'était le contexte de pandémie. Donc, on s'est regardé, on est allé, puis nos collègues d'Ambulance de Mers nous ont proposé une clinique mobile. Avec la collaboration de la Fondation, on a été capable de financer ce projet-là, qui est une clinique, dans le fond, qui nous permet d'accueillir des patients plusieurs mois par année. On ne la sort pas l'hiver, donc du mois de mars, avril-mars, jusqu'au mois de novembre. On peut voir jusqu'à 18 à 20 patients par jour. C'est une clinique qui se promène vraiment en proximité pour donner de l'accès aux patients. Donc, on va vraiment aller proche des domiciles. On a regardé l'aspect vraiment populationnel, aussi l'aspect de vulnérabilité de notre population pour cibler vers où on allait aller pour se déplacer. Plusieurs secteurs aussi sur notre grand territoire n'avaient pas accès nécessairement à un GMF proche ou n'avaient pas non plus accès à une clinique sans rendez-vous ou étaient nécessairement sur le guichet d'accès là, à un médecin de famille, ils attendaient. Puis, il était aussi une distance importante de nos CLSC. Donc, après ça est venue la réflexion de dire, bien, parfait, on va le faire dans un travail de collaboration parce qu'on sort de notre milieu confortable, on sort l'infirmière du milieu confortable un peu plus des fois dans l'intra-hospitalier ou dans l'intra-CLSC, puis on l'amène, veut pas travailler dans un autre contexte qui est un peu atypique. Donc, on s'est dit, bien, la meilleure collaboration pour nous puis la meilleure interdisciplinarité, c'était de le faire vraiment avec de la coévaluation un peu, puis avec le projet aussi de la régulation de la paramédecine communautaire. Comment on peut bonifier ça avec le gap aussi, ce qu'on avait pour travailler vraiment avec le tandem infirmière et le paramédic. Donc, ce qui nous a donné un peu, 3 ans plus tard, notre projet qui est dans le salon des exposants, qui nous permet vraiment de répondre... Qui prend de la place. Très belle, très belle clinique. On a enlevé 2-3 on a dit 18 à 20 patients par jour. 1, 2, 3. Je sais pas là, s'il y a des gens qui veulent... Donc, puis l'objectif, c'est vraiment de permettre aux patients de créer aussi puis vraiment une consommation de soins, parce qu'on a vraiment créé un horaire pour la clinique qui va toujours au même endroit. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, la clinique, elle ne peut pas faire plusieurs adresses dans la même journée parce que c'est quand même une clinique. Donc, on la stabilise à un endroit. Par exemple, on va être à La Colle à tous les aux 2 mardis, on va être à Chambly à toutes les semaines au même moment. Donc, les gens vont venir vraiment commencer à créer vraiment une consommation de soins pour aller vers la clinique. Avec nos clientèles plus vulnérables, on a commencé aussi à travailler de façon très étroite avec les organismes communautaires, avec nos pharmacies, puis aussi avec un peu là, nos CLSC pour remettre un peu plus d'informations. Parce qu'on le voit bien aussi dans le cas que tu nous présentais, Jérôme, puis ce que Nadja aussi disait, l'enjeu, c'est l'information. Comment trouver la ressource, comment trouver le besoin qui va répondre, la solution qui va répondre à notre besoin. Donc, on travaille de plus en plus parce qu'on se rendait compte que les gens venaient, certains le savaient, mais d'autres ne le savaient pas, puis on ne réagissait pas nécessairement à rejoindre nécessairement. Donc, en travaillant avec les organismes communautaires, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin dans l'offre de services, mais aussi de rejoindre des clientèles vulnérables qu'on se rend compte que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas consommé. Certaines sont sur le gap, d'autres ne le sont pas du tout parce qu'ils ne sont même pas inscrits. Ils n'ont même pas de médecin de famille, mais ils ne sont même pas encore inscrits parce que ça existe encore dans certaines municipalités ou dans d'autres secteurs, dépendamment là, de la population. Donc, c'était vraiment de venir le plus proche possible pour donner de l'accès, travailler en innovation, travailler aussi en collaboration puis en complémentarité avec 2 types d'emplois qui venaient potentialiser aussi toute l'offre de services, l'information, l'enseignement, puis la coévaluation, mais aussi l'intervention qu'on pouvait faire par rapport aux patients.
Dans la clinique mobile, on a intégré beaucoup de technologies parce qu'on se dit, bien, si la personne se déplace, on ne veut pas qu'elle fasse plusieurs arrêts, surtout avec nos clientèles plus vulnérables, nos personnes âgées. Donc, on a intégré de la technologie, on a intégré aussi beaucoup d'ordonnances collectives, on a intégré aussi des liens avec nos médecins à distance parce que l'objectif, c'est de travailler avec un peu la vision du gap, de mettre une infirmière qui est là, qui a plusieurs ramifications, puis qui va utiliser la bonne ressource pour ce que le patient a vraiment besoin. On ne veut pas non plus avoir un patient qui vient puis que finalement, c'était un renouvellement de médicaments, ce n'était pas le besoin. Donc, on s'assure vraiment de travailler en pertinence. On appelle les patients la veille avec l'agente administrative pour être sûr qu'on les envoie au bon endroit. Sinon, bien, on le refaire dans nos autres rendez-vous avec notre GAP pour vraiment que le patient puisse trouver une solution pour répondre à ses besoins, pour que la solution finale ne soit pas d'aller à l'urgence. Parce qu'on parlait qu'on ne veut pas qu'ils aillent en ambulance, mais on ne veut pas non plus qu'ils se rendent par eux-mêmes, attendre des délais qu'on nommera peut-être pas, mais des fois qui peuvent être très longs, malheureusement, pour voir un médecin, mais c'est peut-être pas le médecin qui avait besoin de voir. Donc, à partir de ce modèle-là, on est allé beaucoup plus loin avec la coévaluation. L'avantage aussi du tandem infirmière et le paramédic, l'année dernière, on a un patient qui a eu une douleur rétrosternale. L'infirmière en clinique mobile ne peut pas appliquer ces protocoles. L'infirmière n'est pas dans notre environnement à nous, mais on peut appliquer les protocoles du préhospitalier. Donc, à partir de ce moment-là, on a cascadé sur les protocoles de préhospitalier. Si on avait eu des infirmières, on aurait dû attendre, appeler le 911, puis il y aurait certaines actions, mais pas les mêmes actions que le préhospitalier peut poser. Donc, dans ce contexte-là, on a vraiment une complémentarité, puis on a vraiment une valorisation des deux titres, mais aussi on offre encore une plus grande gamme de services là, au niveau des patients. On va de plus en plus loin, aller chercher même des patients. On a commencé à aller même vers les patients, aller chercher des clientèles itinérantes. C'est sûr que dans notre modèle, c'est moins Marpole Poitras, mais ce qu'on se rend compte, c'est que si on ne sait pas que ça existe, bien, des fois, on va rester avec. Puis donc, on essaye plusieurs sortes de solutions pour aller chercher les patients. L'année dernière, c'est une clinique qui offre un service 0-100 ans. On a vu de plus de 1200 patients. On en a seulement référé 17 à l'urgence qui nécessitaient tous des soins urgents. Dans le fond, le patient ne considérait pas son état urgent ou aigu, mais après l'évaluation, la coévaluation du paramédic et de l'infirmière, l'état était urgent et a nécessité des soins d'urgence et de l'investigation, même pour des situations sérieuses que le patient n'aurait pas consulté ou aurait attendu un petit peu plus. Donc, cet accès-là, parce qu'on a aussi décidé de dire, il faut que ça soit facile, il faut que l'accès soit facile. Le visuel est assez frappant qu'on la voit, là. On sait qu'il y a quelque chose. Donc, même s'il y a un patient qui se présente, on va le prendre. Les équipes vont prendre le temps de lui parler, vont prendre le temps de voir avec lui son besoin, parce que notre objectif, c'est d'être très pertinent. Puis si on n'offre pas un service en temps réel, on sait très bien où que le patient va finir. Il va finir à la seule place souvent où il va appeler le 911 pour y aller, ou il va aller à l'urgence. Donc, on va être pris un peu dans la même dynamique en continu. Donc, les patients qui sont allés, le taux de satisfaction est très, très élevé aussi. C'est vraiment une approche très humaine, très personnalisée. On est quand même à proximité du patient, on prend le temps. On le sait que dans nos milieux puis dans nos urgences, quand c'est submergé, on n'a pas toujours nécessairement le même temps qu'on peut prendre. Donc, nos équipes prennent le temps, répondent aux besoins. Puis, s'ils voient que la problématique du patient est beaucoup plus complexe, comme exemple dans le cas de Marpole qu'on pourrait voir, nécessiterait des liens, par exemple, avec le SAD ou avec un autre service, même si elle n'a plus de médecin de famille, où on pourrait la faire reprioriser au GAP parce qu'on la fait réévaluer par une infirmière sur place, bien, à partir de là, on fait tous les liens nécessaires pour qu'elle puisse aller par la suite dans le système de santé avec les services en place. L'objectif, ce n'est pas de dédoubler les services qui sont déjà actuellement offerts, c'est beaucoup d'être une première porte d'entrée, puis que les gens sachent qu'on est disponible, mais que ce n'est pas nécessairement la première porte d'entrée, n'est pas uniquement l'urgence, mais qu'il y a d'autres options pour changer un peu. L'objectif, c'est de changer la culture de consommation des soins de la population. Fait qu'on y arrive un petit projet à la fois, en sensibilisant. Je pense que c'est un peu aussi un lien commun de tous nos projets, en informant, en discutant, mais en offrant d'autres options qui répondent, qui sont présentes, puis qui sont surtout visibles. Je pense que c'est ce qui fait beaucoup la force là, de cette clinique-là. Donc, c'est vraiment besoin, je veux dire, un service personnalisé. Je veux dire, on cible une clientèle, on cible une population qui peut être définie comme vulnérable d'un point de vue sociologique de la santé, et on s'assure que cette personne-là va chercher son soin. Parce que même avec le projet de Mme Nadja, on est informé, on a des ateliers, mais quel bel atelier que de démontrer que dans une communauté, vous avez accès à une clinique mobile. Il y a des gens qui sont mal à l'aise d'aller consulter. On l'a tous. Là, c'est un mononcle-là qui n'a jamais mal et qui n'a pas pleuré de sa vie, mais que ça y serre ici, il est gris et en diaphorèse.
C'est lui qui arrive à l'urgence, puis on se demande pourquoi il n'a pas appelé le 911. Lui, il ne serait pas régulé. Hein. Lui, on l'amènerait, je vous rassure. Mais de savoir peut-être que cette personne-là irait à une clinique mobile qui serait prise en charge par des paramédics avec un protocole préhospitalier, avec ensuite une prise en charge hospitalière, bien, ça change les mentalités aussi. Tu sais, on pense santé égale hôpital. On l'a nommé tout à l'heure, on irait dans une urgence passer un certain temps d'attente parce qu'on n'est pas une urgence au sens de l'urgence. Puis je pense qu'il y a c'est un peu là où le bas blesse, où justement on essaie d'optimiser la ressource. On lit souvent que le système de la santé est malade, c'est pas normal d'attendre autant de temps. Bien, il y a une raison, premièrement, pourquoi on attend si longtemps. Mais si tout le monde va à l'urgence, alors qu'on pourrait aller dans une clinique de proximité, une clinique mobile, qu'on pourrait être mieux informé d'avoir des facteurs de protection, on éviterait quoi? Bien, on éviterait de parler à Caroline. Oui, si vous vous rendez jusqu'à... C'est ça, là, vous êtes pas mal dans le dernier maillon avant de vous rendre à la porte de l'urgence. Donc, nous, le GAP à l'urgence, dans le fond, un peu comme plusieurs de vos projets, on a déployé dans une période de crise des urgences où on essayait d'innover, puis les urgences nous disaient, on reçoit beaucoup de vos patients, même si on réoriente beaucoup à Montréal, dans le CIUS, on réoriente 30% de nos P4, P5, donc on a quand même un bon volume de réorientation. Mais il y avait encore un jalon à faire de ce côté-là pour accompagner. Puis c'est un peu, Paul, vous le faites en présence, vous êtes dans la pièce avec l'usager, c'est ce contact-là qui fait qu'on en réoriente une partie. La même chose, Véronique, vous réussissez à en réorienter parce que vous êtes en contact direct avec l'usager. Ce qu'on s'est dit, c'est que ça valait la peine d'investir à l'arrivée, à l'urgence. La première personne qu'ils vont rencontrer va faire le contact dans le but de créer le lien thérapeutique ou l'accueil, l'ouverture pour que la personne se sente en confiance parce que des Madame Poitras qui pensent que l'urgence, c'est la meilleure place pour avoir ses soins, il y en a vraiment... Énormément? Beaucoup? Oui. À la folie? Généreusement. Et que le gap téléphonique ne les rassure pas nécessairement. La réponse qu'ils ont eue n'était pas à la hauteur de ce qu'ils percevaient ou ce qu'ils avaient besoin selon eux, selon leur lecture. Le gap web, Madame Poitras, tu nous le dis pas, mais peut-être pas très informatique de ce côté-là. Fait que je suis pas sûre qu'elle a pensé à se rendre de ce côté-là. Fait qu'elle attend l'humain. Le contact humain, le lien à l'urgence, c'est ce qu'on essaie de créer à son entrée. Fait qu'elle va être accueillie par une personne qui va d'emblée lui demander « Bonjour, vous venez nous voir pourquoi aujourd'hui? » Puis on va essayer de creuser avec elle tout ce qu'on peut élaguer de l'équation pour la faire sortir le plus rapidement vers un autre service, un peu comme Véronique l'amenait. Donc, tout ce qui est disponible dans la communauté, dans nos CIUS, va lui être... va être questionné pour voir si c'est là qu'on peut l'accompagner. Ce qu'on a réalisé à travers le temps, c'est que la première ligne, nos GMF, ont aussi des extrants qui dirigent vers l'urgence. Et ça nous a permis de bâtir une certaine collecte d'informations pour améliorer ces trajectoires-là. On a vu qu'en soutien à domicile, maintenant, on avait certains maillons qu'on devait aussi améliorer, faciliter ce lien-là entre l'usager et les guichets. On l'a en santé mentale, on l'a dans d'autres directions. Donc, Mme Poitras se présenterait à l'urgence, serait probablement dirigée vers une infirmière qui ferait de l'orientation. On ne se substitue pas au pré-triage et au triage, mais on vient adresser les mêmes messages que Paul a déjà dit à la maison à Madame, que le GAP téléphonique a déjà dit. Puis je pense que c'est ça la force. Un projet d'information avec Nadia qu'on a eu dans sa résidence, dans sa communauté, en centre de jour, pour dire de quoi. Oui, une culture, on change ça à long terme, mais petit pas par petit pas, et chacun de nos projets vise à justement faire ce changement-là dans la culture. Donc, amener les gens à voir que, oui, une physiothérapeute peut gérer une partie du musculo-squelettique, que la nutritionniste peut venir en aide à certaines trajectoires, que ce n'est pas toujours le médecin la réponse comme extrant, comme Paul, tu nous l'amenais. Fait que, à l'urgence, elle va être accueillie, elle va être accompagnée, mais là, c'est du lourd. Quand il arrive au dernier maillon, c'est pas quelque chose qui se fait en 3 minutes sur le bord de la porte. Fait qu'on les prend main par la main, on les accompagne, ils vont avoir un nom, une personne de contact à chacun des jalons qu'on va faire avec elle pour la diriger vers le bon guichet, vers le bon médecin, vers le bon service.
vers le bon communautaire aussi, l'organisme qui pourrait venir répondre à leurs besoins, parce que ce n'est pas nécessairement dans les habitudes de Mme Poitras de savoir, un peu comme Nadja, tu l'amenais, tout ce qu'il y a disponible sur le territoire. Donc, on va essayer de générer un autre extrait, comme Paul, tu le nommais, et par jour, on réussit quand même à en réorienter, c'est un chiffre de 7 heures de jour qu'on met, c'est à peu près une vingtaine de personnes. C'est lourd à réorienter, donc ça demande beaucoup plus de temps qu'une réorientation ou un triage, je dirais, parce qu'on l'accompagne, on va même aller jusqu'à la rappeler. Vous êtes bien avec le pharmacien, tout a bien été. Ça évite d'avoir des patients sur civière depuis 37 heures. C'est cela. Fait que se passer du temps dessus évite que cette personne-là soit 7 heures à attendre d'être Et se prise en charge. déconditionne et génère Voilà. d'autres effets de Voilà. contamination. C'est une boule de neige. C'est une boule de neige qu'on essaie de Oui. stopper rapidement. C'est vraiment le but du GAP à l'entrée et elle est positionnée dans la porte d'entrée. C'est vraiment... Faut pas la rater. Non, non, non. C'est elle qui vous donne le petit billet par la suite pour passer si jamais vous passez au triage et au pré-triage. Donc, ça nous a permis, oui, de gagner comme CIUS en trajectoire d'amélioration continue, mais aussi d'aider à réorienter. Puis ceux que Paul ne réussit pas, Véronique et Nadja et moi, on ne réussit pas, au moins on les a éduqués à une prochaine consommation de services. Fait qu'on se dit que peut-être qu'il y aura moins de visites à l'urgence dans cet investissement de temps. Mais c'est une culture à changer. On l'a énoncé tout à l'heure, c'est un consommable, le soin. Maintenant, si on n'est pas informé sur le dit produit, sur les autres produits, c'est sûr et certain qu'on va aller se réfugier dans ce qu'on connaît. C'est la même chose en enseignement avec mes étudiants. Quand on tombe en surcharge, on retombe dans nos vieilles habitudes. Puis je suis comme, fais pas ça. On en a parlé la semaine passée, c'est pas beau. On fait d'autres choses. On a d'autres outils. Ah, c'est vrai. Fait que c'est toujours dans l'information taper le clou. Moi, je me rappelle, c'est ma génération d'hommes de 35 ans qui a amené le recyclage dans les maisons avec nos parents. Ben, c'est un peu la même culture à changer avec le consommable de soins. Si les gens sont bien informés, ils vont informer les autres autour, le bouche à oreille. Puis on va faire confiance à cette Oui. réorientation-là aussi. C'est un apprentissage là, d'être redirigé. On a toujours pensé que c'était le médecin, l'extrait de soins essentiel à travers. Puis c'est pour ça que Mme Poitras se représente probablement l'urgence. Elle veut voir un médecin. Tout ce qu'elle connaît, c'est le médecin qui va être une solution à son problème. Exact. Maintenant, si on ne sait pas qu'il y a un autre professionnel qui pourrait décharger le médecin, qui pourrait décharger une infirmière, et on l'envoie voir le physio ou l'ergo, ben, on vient peut-être de valoriser d'autres professions qui sont plus dans l'ombre. Il y a ça aussi dans la multidisciplinarité, dans ce que Mme Poitras a peut-être de besoin. Tu sais, les 4 projets d'innovation pour faciliter l'accès reviennent au même. De quoi le patient a besoin? Qui est Marie-Paul? D'où vient-elle? Parce que son bagage est important aussi dans cette analyse-là. Mais où est-ce qu'on l'amène et pourquoi Marie-Paul, elle, son X est ici et non là? Moi, je veux juste réagir par rapport à ce que Véronique a dit en lien avec la Covid. Il y avait beaucoup d'argent. Évidemment, la différence de mes 3 collègues, moi, je viens du ministère de la Santé et des Services sociaux, il faut que j'ai aussi le chapeau peut-être un peu plus des sous. Parce qu'il faut les sortir, les sous. Évidemment, à 11 milliards de déficit, évidemment, ça pose des enjeux. Et je trouve que c'est une des choses que j'ai peut-être pas insisté sur la paramédecine de régulation. C'est la chose que je trouve importante. C'est que la régulation ambulancière, notamment la coévaluation, l'idée, c'est pas de rajouter des ressources supplémentaires. Au Québec, juste pour vous donner une perspective, au maximum de la journée, il y a 500 ambulances sur tout le territoire québécois. 500. L'objectif, c'est d'utiliser ces 500 ambulances-là. De toute façon, elle les aurait fait, ces appels-là. Elle serait allée prendre Marie-Paul, elle l'aurait pris en charge. Fait que l'idée, c'est pas juste de dire on va rajouter des ressources supplémentaires pour faire la coévaluation. Il y a des endroits où ça a été fait, il y a des endroits où est-ce qu'il y a des gens qui ne font que ça, de la coévaluation, puis c'est bien correct, c'est pas ça le projet. Mais le projet, c'est que tout paramédic, en tout temps, sur toute intervention, quelle que soit la priorité, soit en mesure de mettre en place un processus de coévaluation, c'est-à-dire d'utiliser déjà les ressources existantes et pas juste vouloir rajouter des ressources supplémentaires. Évidemment, vos projets sont super, hein, c'est pas ça que je suis en train de sous-entendre, mais c'est des projets différents. Mais c'est important cette idée-là aussi de dire il y a des ressources existantes et les ressources existantes, elles sont peut-être capables d'en faire un peu plus et en les outillant. Mais dans le cadre du préhospitalier, dans le cadre de la régulation ambulancière, on vient vraiment changer les choses et pas juste en ayant rajouté encore et encore des ressources supplémentaires, qu'elles soient financières, mais aussi humaines. Hein. On sait tous les enjeux de ressources humaines qu'on a. Fait que l'idée de cette utilisation efficiente des ressources, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans le contexte actuel, je pense.
peut-être en complément avec Paul, effectivement, ce que tu nommes, c'est un peu pour ça aussi que la clinique, on l'a un peu revisiter parce que là, c'est une infirmière du GAP. Donc, l'infirmière du GAP voit des patients qui sont aussi des patients sans médecin de famille, qui répondent au GAP. Quand il n'a pas de rendez-vous, parce que des fois, ce n'est pas toujours plein selon la ville et la quantité, on essaie d'être plein, bien, elle fait du GAP numérique, donc à cascade. Fait qu'on reste toujours dans, puis on est d'accord avec ce que tu nommes, effectivement. Il y avait le moment COVID qui est plus maintenant la réalité. Exact. Fait qu'il faut se réajuster. Puis c'est ça aussi la pertinence. Donc, je pense que ça vient faire aussi le lien à quel point c'est important, toute l'information, l'enseignement qu'on donne aux patients pour s'assurer qu'ils aillent vraiment au bon endroit puis que ça ne soit pas l'axe le premier, le 911, puis aller direct urgence, puis de remplir nos urgences. Fait que je pense que toute cette préoccupation-là aussi, on est très axé à revoir la bonne utilisation de la bonne ressource, puis aussi de s'assurer que le patient, bien, il ne va pas voir un médecin quand finalement c'est le physio qui a besoin de voir, ou c'est le pharmacien, ou c'est d'autres ressources qui existent déjà. Donc, comment à partir de là, on travaille avec, je pense que c'est tout un peu les axes comme on a mis pour venir vraiment répondre à ce besoin-là. Et ce matin, on l'abordait, puis je trouvais ça très intéressant. Puis c'était, on laisse nos égos à la porte pour notre priorité, qui se trouve à être une personne qui est Marie-Paul dans notre cas de figure ici. C'est le même principe. Je laisse mon ego de côté, j'informe Marie-Paul. Je ne suis pas le bon professionnel, même si j'ai 92 diplômes, c'est pas vrai, mais vous comprenez l'image. Je suis quand même pas la bonne personne pour cette Marie-Paul-là. Qui est cette bonne personne-là? Et on doit savoir qui est la bonne personne. Puis il y a des mécanismes qui sont mis en place, qui sont fastidieux, qui demandent du temps, mais qui sont rentables en bout de ligne. Parce que si je prends pour acquis que j'ai passé quelques heures, moi, avec Marie-Paul, à trouver justement la bonne voie d'accès, le bon extrait pour elle, bien, il y a de l'enseignement qui s'est fait, puis de l'enseignement, c'est des connaissances, ça fait peut-être une connaissance, un apprentissage qui est durable et partageable dans la communauté. Oh, communauté, projets sociaux. Donc, l'accessibilité à un soin, c'est pas juste avoir un soin qu'on peut consommer, aller chercher dans une tablette. L'accessibilité à un soin, c'est la compréhension de la machine derrière le soin aussi, pour peut-être réaliser que finalement, j'ai pas besoin de ce produit-là. Et c'est intéressant la question du temps, hein, de passer du temps sur certains patients en acceptant que le temps qu'on passe là, il va être gagné plus tard. Moi, je trouve que c'est vraiment un super message. Là, je donne. Les chiffres ne sont pas encore parfaits, on ne les possède pas au complet. On va arrondir, il n'y a pas de problème. Les premières données dont on dispose, c'est que une co-évaluation, ça dure à peu près 25 à 28 minutes. Une co-évaluation par un paramédic qui est dans une ambulance qui arrive, ça dure 25 à 28 minutes. Alors qu'une intervention normale préhospitalière, on est plutôt autour de 20 minutes. Donc ça prend à peu près une douzaine de minutes de plus là, de faire de la co-évaluation versus de faire une intervention préhospitalière normale. Donc on pourrait dire c'est plus long. Sauf que si ça fonctionne bien, on va sauver, au moment où on arrive à l'urgence, le temps moyen d'attente entre le moment où le paramédic rentre à l'urgence avec son patient et le moment où est-ce qu'il est sorti, c'est 55 minutes, dépendamment des endroits. 55. Fait qu'on vient de gagner tout ce temps-là. Fait que peut-être qu'on a pris 10-12 minutes de plus sur scène avec le patient, mais on l'a sauvé largement au moment où on l'a fait. Fait que j'aime ça, cette idée de dire on va investir en amont du temps pour finalement en sauver beaucoup plus tard. En fait les acteurs sont là. Quand on y pense, les acteurs Moi, je suis sont pas un là. acteur. Vous êtes pas, Je le fais pas, malheureusement. Vous n'avez pas popé de nulle part. Vous étiez là. Maintenant, on a fait un pas de recul, je pense. Tout le monde, on a regardé qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mieux faire. La machine existe. Est-elle bien huilée? Je pense qu'on est en train d'optimiser ce qu'on a déjà mis en place avec des gens qui ont une expertise phénoménale, mais cette expertise-là, il faut la partager. Puis c'est ce qui se passe présentement avec vos panélistes pour Marie-Paul. Moi, ça me séduit. J'aime ça. Je voudrais revenir sur la Oui. notion de changement de culture, de Oui. paradigme, de mythe aussi qu'on cultive dans notre société vis-à-vis du système de santé. Et il y a un aspect de reconnaître que le citoyen a des capacités, peut prendre en charge sa santé. Puis il faut l'aider lui-même à se faire confiance d'être capable de saisir, d'utiliser la connaissance à laquelle il a accès pour pouvoir agir. Avec, oui, de l'éducation à la santé, mais aussi de l'accompagnement. Souvent, l'éducation à la santé n'est pas suffisante, ça prend aussi de l'accompagnement pour être capable de mettre en action ces connaissances-là. Mais ça, c'est de reconnaître qu'on est capable d'agir, en fait, sur notre santé. Alors, je pense que ça, c'est de
aussi parce qu'on a longtemps quand même cultivé, on est les experts, puis on vous dit quoi faire comme population, mais il faut reconnaître l'expertise du citoyen, être capable aussi d'être le mieux à apprécier sa santé en lui donnant les outils, l'information nécessaire, puis l'accompagnement, le cas échéant. Puis on le sait dans nos chiffres, et j'ai pas les chiffres, mais on sait très bien qu'on est en augmentation de population, augmentation de besoins, augmentation de maladies chroniques. On n'a pas nécessairement en augmentation de capacité en ressources humaines expertes pour pouvoir faire face à cette évolution-là. Et je pense que je l'ai mentionné, on est beaucoup face à des situations cliniques, des maladies qui sont évitables et sur lesquelles les gens peuvent agir. Alors, redonner la confiance qu'on est capable d'agir et renverser une évolution de détérioration de la santé, ça donne de l'espoir aussi aux citoyens et aussi la qualité de vie en santé pour les personnes. Moi, ce que j'entends, ce que je trouve très beau, c'est de réaliser qu'en tant que patient, je suis ma première ligne. En bout de ligne, si j'ai les bons outils, les bonnes ressources, que j'évite justement des pathologies ou des situations, des comorbidités qui peuvent être évitables avec de saines habitudes de vie ou avec l'utilisation d'une bonne ressource, Jérôme Lévesque, m'évite d'utiliser un soin. Je me prends en charge aussi. Je suis ma première ligne. La première ligne, c'est très, 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 très large. On parle souvent de la première ligne comme le premier professionnel ou dans les premiers professionnels qui va vers un individu avant d'avoir une ressource qui est spécialisée. Mais quand on l'extrapole un peu puis qu'on se positionne par rapport à ça, moi, je suis ma première ligne. Je mange bien, je m'entraîne. Je m'évite plusieurs problèmes sur le long terme. Je dors bien, je connais mes ressources. Si je vis de la détresse ou une problématique, je me prends en charge. J'ai mes ressources parce que j'ai été informé. Maintenant, je panique, je suis Marie-Paul, je ne sais pas trop comment. Ah, 911, quelqu'un peut m'aider, quelqu'un peut m'outiller, me faire mieux réfléchir, me rediriger. Ou si je termine à l'urgence, encore une fois, être accompagné. Ce n'est pas tous les patients qui vont finir justement avec, qui vont sortir, on avait les chiffres tout à l'heure. Mais il en prend juste un pour justement alléger une place pour un autre. C'est une place de libre de plus. Puis je trouve que c'est quand même un beau message de réaliser que les gens peuvent être acteurs de leur propre changement. Puis je pense que ça doit commencer dans notre cour avant d'aller regarder dans la cour des autres aussi. Fait que de bien outiller quelqu'un comme Marie-Paul donne les outils qu'on a besoin. Ce qui m'amène, je suis un peu poète, première ligne, mais en bout de ligne. Oh. La bonne personne, qui peut être le patient, qui peut être un professionnel, mais qui dispose des bons outils, va se diriger vers la bonne ressource pour avoir les bons soins. Le but, c'est d'éviter un soin qui est inapproprié. Dans ma pratique, ça m'est déjà arrivé avec mon patient sur ma civière, de faire mon rapport à mon infirmière qui m'accueille au triage, puis me dire « Mais Jérôme, pourquoi tu me l'as amené? » Puis ça revient à dire à ce qu'on disait que traditionnellement, puis ce qui est dans la culture usuelle de ce qu'on connaît de l'ambulance, 911 égale transport vers un hôpital, vers une urgence. Comme, ouais, mais je vais dire quoi? Magali, j'ai pas le choix. Je le sais que cette personne-là, t'es pas la bonne ressource, puis l'urgence non plus, mais je n'ai pas le choix. Moi, je trouve ça beau de voir que en 14 ans de pratique, fait quand même 14 ans je fais de l'ambulance, on a fait une énorme avancée sur ce sujet-là. Je me rappelle, j'étais en stage et on en parlait déjà il y a 15 ans. C'était quelque chose qui était omniprésent dans la réflexion de n'importe quel paramédic, qu'il soit débutant ou qu'il soit d'expérience. On se positionnait à savoir la réalité de 1980, avec l'ambulance de 1980, avec le système de la santé de 1980, puis on s'entend, j'ai gradué en 2010, c'est-tu encore d'actualité? Puis aujourd'hui, en 2024, est-ce que c'est encore d'actualité? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher mieux, aller chercher plus, puis d'aller toucher la population de façon plus adéquate? On a des beaux projets qui sont là. Juste ce matin, on avait l'intelligence artificielle au profit, justement, du meilleur triage MPDS, entre autres. Un crime. Si ça peut aider à diminuer une surcharge, on se plaint qu'il y a une pénurie et ça, peu importe le système. Mais imaginez simplement qu'on dirige le patient vers la bonne ressource. Le nombre de patients reste le même, mais il est au bon endroit. Sommes-nous en pénurie? Sommes-nous en surcharge? Ou on vient justement de distribuer la ressource adéquatement, puis d'avoir une équité,
une équité dans la faisabilité puis dans la reconnaissance de l'expertise du professionnel. Fait que moi, je trouve que c'est une belle avenue qui s'en vient pour alléger le système, pour optimiser la machine, optimiser le système de la santé. Parce que ce qu'on veut, c'est un système en santé. OK? Pour Marie-Paul. Ouais, je suis un peu coquin comme ça. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. J'ai peut-être un micro qui peut circuler. Sinon, juste à poser votre question fort, je vais pouvoir la retransmettre et on y répondra. Ouh. Oui, monsieur. Oui. Merci. Ils sont hot. Moi, je les trouve bien bons. Quelqu'un d'autre qui a des questions, quelque chose à rajouter? On est bien ouvert, on est bien dadon ici. Oui, madame. Oui. Ça a nécessité beaucoup d'échanges, beaucoup de collaboration. C'est rendu jusqu'à l'Ordre des infirmières pour avoir... il y a quand même des cadres à l'urgence sur le triage à respecter. Puis, un peu comme la réorientation ambulancière, on a dû réinterpréter les lignes avec eux pour vraiment trouver comment on pouvait le mettre en place. Mais oui, il y a eu des urgences. Je l'ai dit au départ, c'est parti d'une crise. Il faut qu'il y ait un besoin assez criant pour les laisser partir, comme tu le dis, ces usagers-là. Et l'équipe médicale était incapable de poursuivre dans le même modèle. Ça l'a fait assez la une des médias. Je viens du CIUS de l'Est. Je ne nommerai pas l'hôpital. Donc, l'hôpital était l'urgence était quand même en crise de manque de ressources. On se l'est toutes nommées. Donc, ces 20 patients-là qu'on sort, c'est presque 3 heures de pré-triage qu'on libère. Donc, en quelque part, de surveillance, de retriage, de re-retriage, ce n'est pas des 2 heures d'attente à Montréal à l'urgence. On est un petit peu plus long dans nos délais d'attente présentement. Sur la moyenne, ça va bien. Mais quand on l'a déployé, on était dans l'influenza, dans la fin de la COVID. Les urgences étaient bondées. Donc, je dirais que pour que ça fonctionne, il faut l'outil standardisé de triage pour rassurer tout le monde sur l'arborescence derrière, une compréhension commune de ce qui est un P4, P5, avec un outil standardisé nous a aidé à passer la voie. Mais il faut aussi qu'il y ait un besoin criant des équipes médicales parce que laisser passer cette clientèle-là, qui est la clientèle de l'urgence, dès qu'elle met les pieds dans l'urgence, a quand même été un enjeu. Orienté. Orienté. J'aime le verbe. Ça dit ce que ça dit. Fait de l'analyse et de l'orientation. Et voilà. Mais ça nous permet... C'est une expertise qui a été développée de votre côté, justement pour répondre à un besoin. Caroline, on l'a nommé. Il y a un cadre légal aussi autour de ça. Il y a l'ordre, il y a le CMQ. Il y a plein de législations autour de ça. Ça ne s'est pas fait à la volée. Mais il y a un début à tout. Oui. Mais il y a une volonté de faire les choses différemment qui a amené à cette réflexion-là. Puis je pense que le changement, ça se vit quand ça fait mal, je le renomme. Fait que c'est dans ces moments-là qu'on réussit à innover pour arriver à passer à l'étape d'après. Oui. La diminution du nombre d'hospitalisations avec... OK, d'accord. On a quand même notre taux d'occupation à l'urgence, on le voit que ça a un impact. Plus qu'on réoriente, plus qu'il y a une diminution du taux d'occupation à l'urgence. Nos lits sont occupés à 100 % tout le temps et 120 % tout le temps, donc je n'irai pas dans l'analyse de ces chiffres-là. Oui.
en amont. Ça évite qu'ils se déconditionnent, des longs séjours, des Madame Poitras à l'âge qu'elle a. Ce n'est pas des hospitalisations de 1 ou 2 journées. J'ai la lumière dans le visage, fait que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a la main levée. Oui, dans le fond. Moi, je suis pharmacien. Oui. Oui. Je voulais voir toutes ces initiatives-là en tant qu'intervenant en pharmacie communautaire, comment on peut être au courant de ce qui se passe, pour puisse nous aussi utiliser les outils, parce que les patients nous utilisent souvent comme On se présente en pharmacie, on veut un conseil, on demande au pharmacien, donc comment faire partie de ce maillon-là, de cette chaîne-là. En fait, vous en êtes déjà un, peut-être que vous ne le savez pas. Ouh. Parce qu'il est possible que l'infirmière du triage secondaire ou l'infirmière du GAP ait dit vous devriez aller voir votre pharmacien communautaire. Donc on vous en envoie déjà, en tout cas, je vous rassure. Vous voulez nous en envoyer? Ah oui. Dommage. On essaie de s'éviter de surcharger, c'est bon, c'est parfait. Sur l'étape régionale qu'on a avec toi, parce que tu es sur Montréal, je me souviens. On a partagé les algorithmes de réorientation sur certaines tables où on réoriente vers les pharmaciens. C'est discuté sur ma table locale, du moins, avec les pharmaciens de mon territoire. Qu'est-ce qu'on peut absorber? Qu'est-ce que vous pouvez nous envoyer? Versus qu'est-ce que nous, à l'opposé, on vous retourne comme les renouvellements de prescription, qui sont nombreuses à l'urgence. Puis, de notre côté aussi, peut-être en complément au niveau, là, on a fait en Montérégie-Centre, on a fait Boucouliam, puis en Montérégie, avec tant le CRSP, puis vraiment des pharmaciennes communautaires qui ont travaillé avec nous pour vraiment faire des vidéos, puis aller aussi rejoindre nos pharmaciens communautaires pour leur transmettre toutes les alternatives aussi qu'on offre, qui ne sont pas nécessairement, comme vous dites, d'envoyer à l'urgence. On vous en envoie, mais on ne veut pas de temps que vous en envoyez à l'urgence. Fait que, on va voir comment on peut les orienter ailleurs. Donc, il y a déjà ces liens-là qui existent là, avec certaines tables aussi, comme Caroline nomme, là. Donc, puis ces désinformations, ça reste... la communication reste un défi, on le sait même pour notre population, puis pour tous les intervenants aussi. Mais l'information circule dans plusieurs tribunes. Je vous remercie tout le monde de votre écoute. Très... Mes étudiants seraient gênés, je pense. Je pense qu'ils ne m'écoutent pas autant que ça. En mon nom personnel, merci beaucoup. Une bonne main d'applaudissement pour vos 4 panélistes. Gênez-vous pas. Ils ressemblent à ça. Accostez-les, posez-les vos questions dans les corridors. Il n'y a pas de problème. Je vous souhaite...